Bienvenue pour cette première conférence de la journée qui va traiter donc du pouvoir économique des villes. Donc pour présenter cela, on a la chance de recevoir Stéphane Coudet, qui est donc conseiller expert en stratégie, management et politiques économiques, ainsi que chercheur associé au groupe de recherche en affaires internationales de HEC Montréal. Il est accompagné de Guillaume Chabot, qui est étudiant en deuxième cycle en affaires internationales aussi à HEC Montréal. Ils vont partager avec nous les premiers résultats de leur recherche après avoir expliqué leur méthodologie de recherche pour justement étudier le pouvoir économique des villes autour de la question de savoir quelles sont les similitudes et les différences entre les pouvoirs d'achat plus ou moins décentralisés des États et quelles sont donc les conséquences particulières pour les administrations municipales et les entreprises. Merci beaucoup de votre introduction. Bon matin à tous et à toutes. J'espère que notre accent sera compréhensible. Et puis, on est bien heureux d'être ici, d'être avec vous ce matin pour venir partager les premiers résultats, dans le fond, d'une recherche qui est en cours de réalisation. On tient à remercier les gens du festival pour votre accueil. Merci infiniment. On veut remercier également HEC Montréal et les gens du festival parce que ce projet de recherche s'inscrit dans un projet d'éducation alternative, c'est-à-dire qu'on voulait faire vivre à un étudiant la possibilité d'une recherche réelle et avec présentation dans une conférence internationale. Alors Guillaume, que j'accompagne aujourd'hui, c'est sa première expérience. Alors je vous demande d'être sympathique avec lui, puisqu'évidemment le niveau de stress est élevé, mais on est très heureux de pouvoir donner cette opportunité-là à un étudiant dans ce projet-là et de remercier les gens du festival qui ont accepté aussi de contribuer à cette expérience. Alors, notre recherche traite sur le pouvoir économique des villes et évidemment une recherche en cours de réalisation. Vous comprendrez qu'il nous reste beaucoup de questions encore auxquelles on n'a pas encore répondu, mais on a quand même suffisamment d'informations aujourd'hui pour venir partager avec vous et recevoir aussi vos questions et vos commentaires, suggestions par la suite, peut-être pour nous aider à réfléchir sur les phénomènes qu'on a observés. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à mon collègue. Alors, merci Stéphane. Donc, en effet, sur cette thématique, nous travaillons sur la question de recherche suivante. Alors, quelles sont les similitudes et les différences entre les pouvoirs d'achat plus ou moins décentralisés des États? Et quelles conséquences particulières pour les administrations, quelles sont les conséquences particulières pour les administrations municipales ainsi que les entreprises? Il est important de noter au passage aussi que notre recherche s'inscrit en sciences de la gestion et par conséquent, nous nous intéressons aux conséquences pour les administrations des organisations. Passons maintenant à la présentation de certains concepts. Premièrement, on a le pouvoir d'achat ou le pouvoir de dépenser. D'un côté, on a les dépenses courantes et de l'autre, les dépenses en capital ou plus communément appelées le CAPEX. Du côté des dépenses courantes, on peut compter par exemple les salaires versés aux travailleurs, les achats pour les besoins courants, le service et la gestion de la dette et enfin les paiements de transfert provenant des entités supérieures. Donc ici, par exemple, on peut penser à des entités qui gèrent des services de stationnement public et par la suite, du côté des dépenses en capital, on a une seule sous-catégorie parmi laquelle on peut inclure les dépenses d'immobilisation comme l'aménagement des routes ou la construction de bâtiments. Maintenant, pour le concept de qu'est-ce qu'on considère un pouvoir de dépenser centralisé versus décentralisé, en fait, c'est un ratio. Alors, quand on regarde les dépenses courantes, si on prend les dépenses courantes d'un État et on regarde la proportion des dépenses qui sont réalisées par les entités sous-centrales ou les gouvernements locaux, les municipalités. Et là, donc, ici, à l'écran, vous avez une représentation d'un État où le pouvoir de dépenser serait centralisé. Et maintenant, ici, on a une représentation d'un État où le pouvoir de dépenser serait décentralisé. Alors, on voit bien que dans une représentation comme celle-ci, les gouvernements locaux ont davantage de pouvoir de dépenser. Et ce qui nous intéresse, c'est les conséquences de cette centralisation versus décentralisation. Le design de recherche et la méthodologie qu'on a employée
rapidement. Hein. Donc, étude de cas avec méthode mixte, c'est-à-dire qu'on a fait à la fois, utilisé à la fois des méthodes quantitatives et qualitatives. Analyse comparative de cas multiples. Et ensuite, on a adopté une approche interprétativiste, c'est-à-dire qu'on s'intéresse non pas à ce qu'on retrouve nécessairement dans la littérature, bien qu'on l'a consulté, mais surtout à la position des acteurs, telle qu'elle est communiquée par les acteurs. Alors, on s'intéresse, quand on dit les acteurs ici, aux maires, aux conseillers de ville, donc aux élus, aux associations qui regroupent des municipalités, etc. Donc, passons maintenant au volet quantitatif. On a effectué plusieurs tests d'hypothèses par régression linéaire simple. Au départ, on avait 118 villes qui étaient situées dans 96 pays. Alors, sur la carte qu'on a ici, vous pouvez voir en beige, on a des villes où le pouvoir est décentralisé. Alors qu'en turquoise, on a des villes où le pouvoir est plutôt décentralisé. Donc, par la suite, on a réduit à une ville par pays pour se retrouver à 96 villes. Et on a choisi en fonction d'une ville qui joue un rôle économique important à notre sens pour construire nos échantillons. Donc, dans le premier échantillon, celui en beige, où on a des villes où le pouvoir est centralisé, on a des dépenses pour les administrations municipales qui correspondent à moins de 40 %. Et dans le deuxième échantillon, où le pouvoir est plutôt décentralisé, on a des dépenses des administrations municipales qui sont comprises entre 40 et 80 %. Ça, c'est par rapport aux dépenses totales dans le pays. Concernant nos hypothèses de départ maintenant, qui ont été établies suite à la consultation de rapports d'associations municipales et d'organisations internationales, on a une première hypothèse qui nous dit que la décentralisation a un effet positif sur la croissance économique des pays. Une deuxième hypothèse qui nous dit que la décentralisation comporte un risque de corruption. Et enfin, la troisième et dernière hypothèse, la décentralisation a un impact positif sur la qualité de vie. Maintenant, pour aller mesurer, en fait, faire nos tests d'hypothèse, on a utilisé un ensemble de données. Alors, les dépenses totales, ensuite qu'on subdivise en deux groupes, les dépenses courantes versus le CAPEX, toujours à la fois de façon nominale, mais aussi en utilisant les ratios que j'exposais tout à l'heure. On a utilisé la croissance du PIB réel par pays. Pour le volet de la corruption, donc l'indice de perception de la corruption qui est généralement admis, en fait, qui est très employé en recherche. Et enfin, deux indices de qualité de vie dans les municipalités, celui de la firme Mercer et celui de The Economist Intelligence Unit. Donc, sur le plan du volet qualitatif maintenant, on a effectué une analyse de contenu avec visée exploratoire. Donc, on se souvient, on avait nos deux échantillons, le premier où le pouvoir est décentralisé, le deuxième où le pouvoir est décentralisé. Et on est passé de 96 pays à 30 pays, plutôt 30 villes, à partir de critères de sélection, comme la disponibilité des données qualitatives. Par exemple, en français, en anglais, pour nous, que ça soit plus facile à traiter, c'était notre limite de chercheurs. Et c'est important aussi de s'assurer qu'on ait une représentativité des villes au sein de nos échantillons. Donc, dans le premier échantillon, on a 15 villes, tout comme dans le deuxième. Et puis pour l'analyse des cas sur le plan qualitatif, donc comme toute recherche qualitative, là, on a identifié des thèmes de départ à étudier, ensuite fait des pré-tests auprès d'un sous-échantillon, donc 3 villes par secteur, par segment. Et puis pour aller valider les thèmes qu'on avait déjà identifiés, en identifier de nouveaux, pour arriver avec des thèmes qui ont constitué donc l'essentiel de l'analyse, puis procéder à la collecte des données et à l'encodage des informations obtenues pour l'identification sous-thèmes. Bon, tout ça, c'est du jargon de chercheur, là, mais essentiellement, ce que ça veut dire, c'est que même en recherche qualitative, on a une méthodologie qui est très, disons, reconnue et qu'on doit observer. Je souligne aussi ici qu'à l'heure actuelle, on a réalisé pour la portion qualitative que la moitié de notre échantillon. Donc, il reste encore des observations à faire, mais on a quand même des résultats qui sont assez intéressants jusqu'à présent. En ce qui concerne les données qualitatives que nous avons utilisées, premièrement, on a consulté les sites web des gouvernements locaux. Par la suite, il était question aussi des rapports, des politiques, des plans stratégiques, des plans directeurs, des municipalités et des grandes régions métropolitaines.
Et finalement aussi, on a consulté des communiqués de presse, des discours et des médias sociaux pour venir compléter nos informations. Passons maintenant à la présentation et l'interprétation des résultats. Donc, comme vous pouvez le voir ici, du point de vue de la croissance économique, on observe d'abord que les dépenses courantes sont peu significatives par rapport à leur impact sur la croissance économique. En revanche, ce qui est important d'observer, c'est que du point de vue des CAPEX, la situation est vraiment différente. Alors, en effet, ici, on observe une corrélation négative entre la décentralisation et la croissance économique. Donc, le coefficient de corrélation, vous pouvez voir, est assez élevé. Et les données qu'on a utilisées représentent environ 28 % de la variabilité. Encore une relation plus significative ici, lorsqu'on prend le PIB réel sur une période de 10 ans. On observe là, toujours une relation négative, mais des données qui expliquent environ 35 % de la variabilité. Bon, alors, c'est un résultat, disons, contre-intuitif, un résultat qui nous a surpris parce que, en fait, ce n'est pas ce qu'on retrouvait dans les documents que nous avions consultés. Et donc, du point de vue d'un chercheur, quand on arrive à invalider une telle hypothèse, c'est là que l'angoisse nous prend. On se demande, est-ce qu'on a utilisé les bonnes données? Alors, on a refait et refait et refait les calculs, on a validé de différentes manières, et on arrivait toujours au même résultat. C'est aussi là où la recherche commence, parce qu'identifier une corrélation négative comme celle-là, il faut essayer de comprendre maintenant pourquoi. Qu'est-ce qui pourrait expliquer le phénomène que lorsque plus les dépenses en CAPEX sont décentralisées dans un État, moins il y a présence de croissance économique? C'est vraiment contre-intuitif. Alors, il y a plusieurs phénomènes, en fait, qui peuvent expliquer ça. Intuitivement, on pourrait dire, par exemple, est-ce que la décentralisation occasionne une multiplication des administrations locales et donc qui pourrait engendrer des dépenses inefficaces qui pourraient, par exemple, être affectées à d'autres besoins pour mieux soutenir la croissance économique? L'autre phénomène qu'on pourrait mettre en évidence, c'est celui de la métropolisation dont on parle beaucoup durant ce festival, n'est-ce pas? Et donc, on pourrait se demander, est-ce que la métropolisation se fait au détriment de certains territoires qui disposeraient davantage ou de compétences distinctives qui pourraient avoir un impact positif sur la croissance économique? Alors, comme je vous disais tout à l'heure, on a encore beaucoup de questionnements. Il reste encore du travail à faire pour mieux comprendre ce phénomène. Mais en même temps, on pourrait inverser le raisonnement. On pourrait se demander, est-il possible qu'en situation économique difficile, les États augmentent leurs dépenses? Et donc, la relation est peut-être aussi inverse. On est en présence, nous croyons, d'un phénomène complexe. On ne peut pas l'expliquer que par une variable. Et ici, on peut se poser cette question et on a donc regardé l'ensemble des dépenses des États, indépendamment qu'ils soient centralisés ou non, et on observe la même relation. Elle est moins significative puisqu'on inscrit aussi les dépenses courantes. Mais quand on regarde le CAPEX, on s'aperçoit qu'il y a une corrélation plus importante. Alors, c'est un phénomène connu, c'est-à-dire que quand il y a une situation économique difficile, les États vont augmenter leurs dépenses pour un peu soutenir leurs économies. Et on peut se demander maintenant dans quel secteur ces dépenses vont être réalisées et comment on pourrait optimiser cette contribution de l'État à la croissance économique. On pourrait aussi se demander qu'en serait-il si les États n'investissaient pas? Est-ce que la situation économique serait encore plus difficile? Alors, avant de lancer la pierre et de dire il faut arrêter de décentraliser ou arrêter de dépenser parce que ça a un impact négatif, il faut réfléchir, nous croyons, à la relation inverse. Le rôle des États est quand même important, surtout en période économique difficile. Maintenant, quand on regarde nos données qualitatives, ce qui est important de souligner ici, c'est qu'on constate en fait que dans les États où le pouvoir est davantage décentralisé, on observe beaucoup plus de politiques
d'aide au développement économique, de programmes d'aide et d'accompagnement, par exemple, aux startups, aux PME. On constate aussi des aides à la création d'emplois. Donc, une très forte présence sur le terrain, de soutien aussi à l'innovation, à l'exportation. Et donc, on constate qu'il y a quand même des effets, disons, du point de vue qualitatif, positifs sur le terrain pour accompagner les entreprises dans leur croissance. Et donc, ce qui nous conduit aux conséquences pour les administrations municipales. Alors, selon ce qu'on peut observer aujourd'hui, cela nous mène à conclure qu'il est important pour les administrations municipales de porter une attention particulière aux dépenses qui n'apportent pas de valeur ajoutée et aux investissements qui peuvent servir de soutien et d'aider la relance économique. Sans perdre de vue que certaines régions, autres que les métropoles, peuvent avoir des compétences distinctives qui seraient utiles aussi à la croissance économique. Du point de vue des entreprises, ça c'est un autre phénomène qui vient de d'autres travaux antérieurs. En fait, pour les entreprises, c'est important d'avoir parmi leur clientèle des États, de faire des affaires avec les États. Pourquoi? Parce qu'en situation justement économique difficile, l'État est un pourvoyeur de contrats et est là pour soutenir l'économie locale. Un phénomène qu'on avait observé, c'est au tournant des années 2000 dans le secteur des technologies de l'information. En fait, ce qu'on avait observé, c'est que les grandes entreprises dans certains territoires étaient beaucoup mieux positionnées auprès de l'État, avaient déjà une relation commerciale établie avec les États, et les PME négligeaient ces contrats sous prétexte qu'ils étaient moins rentables que les marchés privés. C'est vrai qu'ils sont moins rentables parce que la concurrence est plus forte, mais en même temps, ils sont moins risqués. Parce que c'est rare qu'on voit un État faire faillite. Hein? Alors, c'est un peu comme un portefeuille, si vous voulez, d'investissement personnel. Vous allez mettre une portion de votre portefeuille à moindre risque. Vous allez risquer une autre portion selon votre aversion au risque. Mais négliger ces marchés a pour conséquence qu'au moment où l'État se met à réinvestir, l'entreprise qui est absente doit bâtir des relations, alors que les entreprises qui y sont déjà ont déjà créé des relations et peuvent déjà démontrer d'une certaine expérience et de capacité à livrer des services à l'État. Alors, le cas que j'évoquais, en fait, ce qui s'est produit, c'est que les grandes entreprises qui étaient très bien positionnées auprès du gouvernement, quand l'État a commencé à augmenter ses dépenses dans le secteur des technologies de l'information, eh bien, ils ont gagné tous les contrats, ce qui leur a permis de poursuivre leur croissance et plus, alors que les PME n'y arrivaient pas. Alors, comme ils avaient réussi à obtenir davantage de contrats, ils avaient des besoins en main-d'œuvre. Alors, ils ont recruté soit dans les PME ou ont acheté, souvent à rabais, les PME qui étaient en difficulté financière. Alors, vous voyez, là, c'est un positionnement stratégique d'une grande entreprise, mais on peut aussi réfléchir au positionnement stratégique de la PME et l'importance de faire des affaires avec les gouvernements. On sait aussi que ça facilite toutes les entreprises qui font déjà affaire avec l'État sont avantagés sur le plan des exportations éventuelles. Donc, maintenant, d'un point de vue plutôt sur la corruption, on peut observer des résultats encore plus significatifs que lors de la relation précédente. Mais cette fois-ci, c'est important de constater que les coefficients de corrélation sont positifs. Donc, on a des données qui expliquent entre 34 et 44 % de la variabilité en fonction de l'intervalle de temps qu'on utilise. Donc, si on l'a sur une année ou sur 10 ans. Et dans le fond, plus le pouvoir est décentralisé, plus l'indice de perception de la corruption est élevé. Bon, alors, cette relation peut aussi contribuer à expliquer la première hypothèse, c'est-à-dire que si plus le pouvoir est décentralisé, plus il y a présence de corruption, bien, plus il y a gaspillage de fonds publics qui pourraient servir à d'autres fins. Alors voilà, disons, pour la première hypothèse, là, vous voyez, on a beaucoup d'explications possibles. Il reste encore du travail de recherche à faire et c'est la beauté de la recherche, en fait, qui est une action collective. Alors peut-être que d'autres sont intéressés, peut-être que nous irons plus loin, mais il y a nécessairement, je crois ici, un environnement complexe qui requiert davantage de réflexion. Ceci étant dit, ce constat met en évidence évidemment l'importance de faire la lutte à la corruption.
et de prévoir des mécanismes de corruption. Ce n'est pas tout de décentraliser les pouvoirs d'achat, mais il faut aussi prévoir un transfert des mécanismes de contrôle. Dans certains cas, ça ne s'est pas fait au moment où la décentralisation a été effective, mais c'est venu par la suite. Alors, pour nous, du point de vue des administrations municipales, il est essentiel, nous croyons, au moment où on délègue des pouvoirs de dépenser, d'aussi assurer la mise en place de mécanismes de contrôle pour assurer qu'on n'ait pas de problématiques ultérieures. Mais il y a un autre fait qui est très contre-intuitif, qui nous a beaucoup étonnés quand nous avons regardé les données qualitatives. En fait, plus le pouvoir de dépenser est décentralisé, plus l'information qui concerne les contrats publics est transparente. Étonnant. Pourquoi? En fait, qu'est-ce qu'on entend par la transparence? C'est qu'on va retrouver les processus d'approvisionnement, les règles qui sont en vigueur, les appels d'offres publics. On va retrouver les résultats d'adjudication de contrat. Qui a obtenu le contrat? À quel prix il a obtenu le contrat? Tout ça, c'est transparent, mais pourtant, l'indice de corruption est plus élevé. Alors, deux possibilités pour expliquer cette réalité observée. Soit la transparence engendre un plus grand dévoilement des cas de corruption, donc on peut davantage les identifier. Soit on a là une démonstration en fait d'un phénomène qu'on connaît déjà, qui est celui de la sophistication de la corruption. Alors donc on se retrouve dans un environnement où si autrefois, par exemple, la corruption pouvait être tout simplement de verser un pot de vin. Bien là, ici, il peut y avoir collusion entre employés de l'État, entre les entreprises, etc. Et donc, on parle vraiment ici d'un phénomène de sophistication de la corruption. Donc, plus on établit des règles, plus on trouve des moyens de les contourner. Alors donc, toujours du point de vue là, des municipalités, là, pour revenir aux conséquences, je répète que pour nous, il est important pour les municipalités de prévoir des mécanismes, mais de prévoir des mécanismes réels. Nous disons réels parce qu'on a récemment observé une municipalité en 2013 qui a créé une escouade anticorruption dans la municipalité avec une très grande annonce par le maire, dire nous serons plus transparents et nous assurerons de faire un bon usage des fonds publics. Et ce même maire a été reconnu coupable en janvier 2017 de fraude, d'abus de confiance alors donc, et de complot. Alors donc, ce n'est pas tout de mettre des politiques en place, il faut qu'elles soient réellement affectées à contrôler. Et on ne voudrait surtout pas tomber dans une recommandation de dire faites attention de ne pas créer des mécanismes qui vont vous faire prendre vous-même. Du point de vue des entreprises, en fait, il est important, parce que la corruption a aussi des impacts très négatifs pour les entreprises, c'est-à-dire qu'il y a un risque de réputation. Toutes les entreprises qui se sont fait prendre l'ont payé cher. Alors, il est important, du point de vue des entreprises, nous croyons, d'établir des politiques et des règles d'éthique claires, précises, pour encadrer les travailleurs et les dirigeants des entreprises. Donc, du point de vue de la qualité de vie maintenant, on observe encore une relation beaucoup plus significative que les deux précédentes. Et on peut voir que les données utilisées expliquent encore une fois une grande variabilité de la variance, donc entre 43 % et 64 % en fonction de l'indicateur de la qualité de vie qui a été utilisé. On a une corrélation qui est très forte aussi, 0,80, donc 80 %, c'est assez élevé. Ce qui est important aussi de noter au passage, c'est le plus faible nombre d'observations qu'on a contrairement aux deux relations précédentes. Donc, c'est simplement une limite en lien avec la disponibilité des données. Donc, il n'y avait pas l'indice de la qualité de vie pour toutes les villes de nos échantillons. Maintenant, au niveau de l'explication, la plus plausible, enfin, vient de nos données qualitatives, encore une fois. En fait, on constate que plus le pouvoir est décentralisé, plus il y a des investissements importants
dans l'environnement de vie, hein, donc les parcs, le transport en commun, l'ensemble des infrastructures publiques. On observe aussi une plus grande présence de plans stratégiques, de plans à long terme. Donc, on n'est plus dans le court-termisme. Et on remarque une très grande ouverture à la participation citoyenne qui ne se traduit pas uniquement dans le discours, mais aussi dans les budgets et dans les investissements en CAPEX, où on met en place des systèmes pour mieux consulter les citoyens. En d'autres termes, il nous apparaît que dans les villes où le pouvoir est décentralisé, celle-ci arriverait à mieux répondre aux besoins des citoyens, ce qui se traduirait dans l'indice de qualité de vie. Alors, les conséquences pour les administrations municipales, nous croyons qu'il est important pour les municipalités ou les gestionnaires des municipalités d'assurer qu'ils jouent un rôle davantage de contributeur à la qualité de vie qu'un rôle de simple service aux citoyens. La municipalité est le lieu par excellence, hein, où l'on vit au quotidien. Et donc, les administrations municipales ont une forme de responsabilité à cet égard. Les conséquences pour les entreprises, eh bien, évidemment, ça donne un accès à un environnement beaucoup plus propice au développement des affaires, d'avoir accès à une main-d'œuvre qualifiée, plus heureuse et potentiellement plus performante. Alors pour nous, il semble y avoir que du positif pour l'ensemble des acteurs. Excusez-moi, on s'est trompé. Alors, les limites de cette recherche et travaux potentiellement pour le futur, là. D'abord, les données sur les dépenses courantes et CAPEX qu'on a utilisées concernent uniquement une année. On avait différentes années entre 2006 et 2010, donc il serait important éventuellement d'élargir à plusieurs années. Néanmoins, on a pu le faire avec les données sur la croissance économique et valider est-ce que la corrélation existe, même si on prend une moyenne sur 10 ans. Et même la corrélation est plus forte. Les indices de corruption demeurent un indice de perception de la corruption. Hein, il est impossible de mesurer la corruption puisqu'il y a encore des cas qu'on ne connaît pas. Et c'est un peu difficile pour un chercheur d'aller voir des gens et faire des entretiens et leur demander « Est-ce que vous faites de la corruption? » Alors, ça c'est peu probable qu'on nous dise « Oui, oui, oui. » Bon, voilà. Donc, il reste encore des travaux pour mieux comprendre ce phénomène, évidemment, à réaliser. Les indices de qualité de vie sont récents, ils sont controversés. Il faut encore faire évoluer ces indices, bien qu'ils soient quand même... ils reposent tout de même sur beaucoup de facteurs, hein, beaucoup de critères. C'est pour ça qu'on a choisi de prendre 2 indices, en fait, pour voir est-ce qu'on avait la même observation avec 2 indices différents. Mais perdons pas de vue non plus hein, que même la mesure de croissance économique par le PIB est aussi controversée. Hein, donc, même si elle est plus admise... mais il reste encore des travaux à réaliser sur ce concept-là de qualité de vie. On veut aussi souligner qu'il y a des exceptions. Hein. Quand on présente des résultats comme ceux-là, évidemment, c'est vrai dans 95% des cas, il y a des exceptions. Donc, il y a des villes où le pouvoir est décentralisé, la croissance économique est présente aussi. Alors, voilà. Peut-être un dernier petit détail qu'on n'a pas mis ici, mais qui nous questionne en fait. On s'aperçoit aussi quand on regarde l'autonomie des villes. Plus le pouvoir est décentralisé, donc plus les villes ont le pouvoir de s'endetter sous différentes formes. Et une grande question qui nous reste, c'est à savoir, est-ce que nous assistons à une décentralisation de l'endettement plus difficile à mesurer et donc une augmentation potentiellement à outrance du fardeau fiscal pour le citoyen? Alors, il y aurait, il nous semble, là, une notion à adresser dans des travaux futurs. Alors, en terminant, même si on mesure une relation négative entre la décentralisation et la croissance économique, il nous apparaît important d'éviter de tomber dans un mode de raisonnement qui conduirait à choisir de centraliser le pouvoir des États avec l'espoir de créer une croissance économique. Bien que les variables soient corrélées entre elles, il n'y a pas de relation de cause à effet, hors de tout doute, dans les résultats que nous avons observés.
Donc, il faudrait davantage de travaux de recherche pour mieux comprendre le phénomène que nous avons observé. Et aussi, il est raisonnable aussi pour nous de s'imaginer que sans les dépenses des États, les situations économiques seraient encore plus défavorables. De plus, nous croyons, sans que cela se fasse au détriment d'un minimum de croissance économique, que les villes sont d'abord des lieux de vie et la qualité de vie nous semble beaucoup plus importante qu'un simple indicateur de croissance économique. Alors, merci beaucoup de votre attention. Nous serions disposés maintenant à recevoir vos questions, commentaires et suggestions. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Maintenant, vous allez avoir 20 minutes pour poser toutes les questions que vous voulez à nos deux conférenciers. Bonjour, merci pour cette présentation qui est très, très intéressante. J'ai une question par rapport au choix de l'échantillon, en fait. Parce que si je me souviens bien, les petits points bleus des villes qui étaient des villes décentralisées étaient plutôt des villes du Nord, des villes développées, alors que les points beiges étaient des villes plutôt de pays en développement. Ce qui induit que généralement, les pays en développement ont un taux de croissance plus élevé que les économies développées, qui actuellement stagnent beaucoup. Donc, est-ce que ça peut être un élément qui expliquerait ce que vous avez découvert? Est-ce que vous en avez tenu compte? En fait, oui, c'est possible. Hein? C'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure en disant il y a plusieurs phénomènes qui peuvent intervenir. Ceci étant dit, malgré cela, quand on regarde les dépenses courantes, ça demeure comparable. Alors, c'est vraiment au niveau du CAPEX qu'il y a une distinction importante. Eh bien, oui, certainement que les pays plus développés ont plus de capacité d'investir, mais ce qui nous étonne, c'est que ça ne se traduit pas nécessairement en croissance économique. C'est l'inverse. En fait, plus ils investissent, moins il y a de croissance économique. Voilà. Mais certainement qu'on on prend ça en considération. Bonjour. Je trouvais votre prestation très intéressante, la recherche vraiment très intéressante. J'avais une remarque sur une sorte de contradiction, parce qu'en gros, si j'ai bien compris, la décentralisation à la fois, elle permet la croissance, enfin, elle ralentit la croissance, tout en permettant un meilleur cadre de vie. En gros, c'est ça. Donc en fait, est-ce que cette contradiction apparente n'est pas liée à la mesure du PIB, puisque dans la mesure où le PIB n'intègre pas du tout d'éléments de cadre de vie, en gros? Oui, absolument. C'est pour ça qu'on évoque cet indice de qualité de vie nous apparaît plus important, puisque les villes sont d'abord et avant tout des milieux de vie. Et donc, mais il ne faut pas que ça se fasse nécessairement au détriment de la croissance économique. Et c'est pour ça aussi qu'on souligne néanmoins que même si on observe cette relation négative, la croissance économique serait peut-être pire, en fait, si les municipalités ou les États n'investissaient pas. Alors, et que l'on amène ce raisonnement-là, à savoir, est-ce qu'il n'y a pas un effet de cause à effet inversé dans la relation que l'on observe? Ça interroge quand même sur la réalité du PIB, de ce que ça comprend comme réalité économique pour les gens, la croissance. Si, en effet. Et c'est pour ça que je soulignais à la conclusion qu'il ne faut pas perdre de vue que aussi la mesure de croissance économique par le PIB est aussi controversée. En fait, on ne pourrait pas, en fait, ne s'arrêter qu'à l'indice de qualité de vie. Pas plus qu'on peut s'arrêter qu'à l'indice du PIB. On regarde des phénomènes complexes et par conséquent, on doit essayer de comprendre différents phénomènes qui entourent cette réalité. Et c'est pour ça qu'on a tenté d'exposer le maximum d'explications possibles. Plusieurs des explications qu'on apporte sont sous forme de questions, d'autres sont davantage ancrées sur les données que nous disposions. Mais c'est pour ça que ces questions qui restent en suspens appellent à davantage de travaux et idéalement à des travaux réalisés dans une conscience de complexité de l'environnement que l'on observe.
Je suis un grand fan d'Edgar Morin, soit dit en passant, sur les notions de la complexité. Moi, c'est par rapport au pouvoir décentralisé, par rapport à l'inégalité en fonction de la zone géographique où on habite. Par exemple, l'exemple très pragmatique de Grenoble, où vous avez une population, 40% de la population paye l'impôt, 60% ne paye pas. Je ne remets pas en cause, hein, c'est un état de fait, d'accord. Est-ce que... Mais vous pouvez remettre en cause si vous voulez. Hein? C'est à ça que ça sert, les débats. Non, on a une très bonne qualité de vie à Grenoble. Je suis très heureuse d'habiter à Grenoble. Juste par rapport à la ville de Grenoble. Mais après, quand on parle de la métro, vous avez des communes où il y a plus de concentration de population qui paye l'impôt et d'autres communes... Bon, par rapport à ça, et la population attirée à Grenoble sera différente par rapport à celle de Lyon. Je ne sais pas si vous connaissez Lyon. Un peu. Voilà, où la répartition est plus équilibrée par le socio-professionnel. À Grenoble, vous avez plutôt les chercheurs, montagnards, enfin c'est une très bonne qualité de vie. Mais est-ce que cette incidence de décentralisation par rapport à une commune où vous avez une population, le poids fiscal par rapport à habitants, est-ce que ça n'aurait pas des conséquences négatives pour notre commune d'avoir un pouvoir décentralisé, puisque on aura peut-être moins de ressources, moins de... C'est une bonne question, merci. Je n'ai pas de connaissances précises là, des cas que vous nous exposez parce que vous l'entendez dans mon accent, n'est-ce pas? Mais par contre, oui, c'est des questions qu'on pourrait se poser. On a beaucoup de start-up à Grenoble. Enfin, Ouais. L'avantage que vous citiez tout à l'heure, Ouais. de la décentralisation. Oui, exact. On a des incubateurs qui créent beaucoup de projets scientifiques qui se développent et beaucoup de start-up. Donc il y a vraiment une économie qui est très... Ouais. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas que la métropolisation se fasse au détriment de d'autres territoires ou d'autres régions qui auraient des compétences distinctives particulières et pourraient contribuer au développement économique. L'exemple français pourrait, extrême, hein, si on l'appliquait à la France, l'exemple extrême serait de dire, on met tous nos investissements à Paris et rien autour. D'accord? Et donc, en ayant l'illusion que le fait d'investir dans une métropole, nous allons générer nécessairement une meilleure croissance économique. Le micro, prenez votre micro, s'il vous plaît. Parce qu'ils enregistrent, hein, derrière, ils enregistrent. Pardon. Nous avons cette situation-là, c'est que Paris veut créer un centre de haute technologie, une mini Silicon Valley, vers Saclay. Et pareil, Strasbourg, Aix-en-Provence, Toulouse. Enfin, on a des points stratégiques aussi. Et ça aussi, ça appartient à la politique nationale. Ils doivent faire des choix. Est-ce qu'on divise nos efforts d'investissement ou est-ce qu'on les centralise sur des pôles bien déterminés? Ça, c'est un choix. Écoutez, si j'avais une réponse à cette question-là, je serais probablement en train de faire que du consulting. Mais vous avez raison, c'est un équilibre, je crois. Hein. On ne peut pas être tout l'un ni tout l'autre. Il faut trouver le juste équilibre pour arriver à optimiser l'effet d'une dépense gouvernementale sur les retombées économiques potentielles. Et pour nous, c'est pour cela qu'en fait, il y a toutes sortes d'autres variables qu'on pourrait observer sur des politiques sociales, etc. Mais le cadre de cette recherche-ci s'intéresse strictement aux dépenses réalisées par les États, donc au pouvoir de dépenser. Alors, mais je vous rejoins. Je crois qu'il y a une nécessité, et c'est pour ça que, entre autres, les plans de développement à long terme, on les a observés, les plans stratégiques. Heureusement, dans les États où le pouvoir est davantage décentralisé, on constate que cette réflexion est davantage présente. Est-ce qu'elle est parfaite? C'est impossible, je crois, mais il faut se questionner constamment et essayer de garder un juste équilibre. D'autres questions, commentaires? Oui, derrière.
Bonjour messieurs, j'ai une question en fait qui est plus une question pratique, une question d'enseignante. Si je veux donner des exemples concrets à mes élèves de villes par exemple qui sont décentralisées et qui connaissent une croissance économique, quels exemples je peux citer? Vous voyez des cas concrets s'il vous plaît. Mais le cas le plus concret qu'on pourrait citer, ce serait la ville de Shanghai. Dans notre échantillon, c'est là où on a observé le plus grand pouvoir de décentralisation. Ensuite de ça, on aurait évidemment Paris, le Luxembourg. On en aurait d'autres aussi, comme Amsterdam. Bref, c'est ce type de ville-là. Mais celle où qui est l'exception à la règle, là, c'est vraiment Shanghai, où la croissance économique est forte et le pouvoir de dépenser est très décentralisé. En fait, c'est un phénomène en Chine, hein, toute la Chine, c'est comme ça. L'ensemble du pouvoir de dépenser est très, très décentralisé. Davantage que les États membres de l'OCDE, par exemple. Et là, je parle de travaux antérieurs qu'on a réalisés sur cette variable spécifique. Je pense qu'il y avait une autre question derrière. Oui, oui, bonjour. Je m'intéresse pas mal à l'internationalisation des PME. Et donc, vous pourriez revenir un petit peu. Vous avez donc trouvé une corrélation entre plus de décentralisation et finalement, ça ferait des PME plus aidées, plus heureuses. Et notamment, vous avez mentionné un moment qui exportent mieux hein, quand elles sont fournisseurs de l'État. Vous pourriez revenir un petit peu sur le concept? Oui. En fait, le concept, d'abord sur la dimension qui les avantage au niveau du potentiel d'exportation. Comme les États ont signé davantage d'accords commerciaux, y incluant des accords commerciaux sur les marchés publics, on retrouve l'accord des marchés publics de l'OMC, par exemple, qui est le plus grand nombre de pays ratifiés, mais il y a aussi un ensemble d'accords plurilatéraux et bilatéraux. Le fait d'avoir déjà été fournisseur de l'État dans son pays est un avantage pour exporter sur ces marchés spécifiques. Mais aussi, je ne sais pas si vous travaillez en sécurité informatique et que vous avez travaillé pour le ministère de la Défense de votre pays, ça crée aussi une forme de crédibilité. Ceci étant dit, on ne mesure pas de corrélation entre le succès des entreprises et la présence d'aide ou d'accompagnement des entreprises parce qu'on n'a pas capturé ces données-là. Simplement, ce que l'on observe, c'est que dans les villes qui se situent dans des pays où le pouvoir de dépenser est plus décentralisé, on constate qu'il y a davantage de mesures d'accompagnement, ce qui peut contribuer à la qualité de vie, disons, aussi du citoyen corporatif. Mais c'est une excellente relation qu'on devrait peut-être davantage observer. Si ce n'est déjà fait, hein, peut-être que d'autres ont travaillé sur ce phénomène, mais vous posez là un élément qui me semble vraiment important. Est-ce que le fait de dépenser davantage pour aider les entreprises se traduit en meilleure croissance économique pour le pays? Et un avantage, évidemment, pour l'entreprise, les employés, etc. D'autres questions? Oui, ici, s'il vous plaît. Oui, oui, bonjour. Oui. Puis ici après. Oui. C'est bon. Bonjour. Vous avez établi donc dans votre étude une corrélation entre la décentralisation et les indices de corruption. Oui. Après, vous avez dit effectivement que cet indice de corruption, c'est plutôt la façon dont la corruption était perçue, indice de perception de la corruption. Oui. Donc là-dessus, j'aimerais bien avoir quelques précisions. Est-ce que cette corruption est perçue par qui? Par l'opinion, par des organismes éventuellement chargés du contrôle? À quel niveau? Compte tenu quand même de la diversité culturelle selon laquelle cette corruption est perçue en fonction des pays, puisque là, votre étude, elle est quand même à l'échelle mondiale. Oui. C'est pour ça que, entre autres, on met en évidence qu'il est probable qu'à partir du moment où on décentralise des pouvoirs d'approvisionnement et qu'on met en place des mécanismes de contrôle, que l'on observe davantage de cas de corruption, eh bien, ça a nécessairement un impact sur la perception de la corruption. Est-ce que ça veut dire qu'il y avait plus ou moins de corruption avant? Peut-être pas. Peut-être que l'on ne fait qu'en dévoiler davantage aujourd'hui du fait qu'on a mis en place des mécanismes de corruption. Ceci étant dit, même quand on
met en place des mécanismes de corruption et ils ne sont pas parfaits. Hein. C'est pour ça qu'on soulignait le phénomène de sophistication de la corruption. Et encore une fois, nous continuons à nous questionner sur ces dimensions. Et c'est pour ça qu'on le souligne dans la limite de la recherche, que ce ne sont que des indices de perception et qu'il est malheureusement impossible de mesurer la corruption telle qu'elle existe. Hein. Disons qu'il y a probablement des choses qui se passent que l'on ne connaît pas et des sophistications qu'on n'est pas encore capable de déceler. Mais en fait, il est important, nous croyons en recherche, de poser ces questions, même si il n'y a pas de réponse. Parce que c'est ce qui appelle à poursuivre la recherche, à poursuivre la compréhension des phénomènes qui nous entourent et idéalement à continuer à lutter ces phénomènes qui sont néfastes pour la collectivité. Oui, vous avez raison effectivement d'insister là-dessus, d'autant plus que quand même, si ce phénomène de corruption se développe trop, il y a un certain nombre d'entreprises qui vont être par exemple écartées de certains marchés publics, et de ce fait, ça va fausser quand même le jeu de la concurrence. Absolument. Ah oui, oui, c'est c'est un commentaire très approprié, en fait, parce que, oui, la meilleure façon de faire des approvisionnements éclairés, c'est d'avoir accès à une meilleure concurrence. Hein. Quand on choisit, par exemple, de signer un accord de libéralisation, c'est dans cet esprit de dire on aura accès à un plus grand bassin de compétiteurs et potentiellement, on fera des achats à un meilleur rapport qualité-prix possible et donc on fera un meilleur usage des fonds publics. Oui, sans perdre de vue qu'on peut aussi, et on le voit, utiliser les fonds publics pour soutenir l'économie locale. Par exemple, on peut choisir, et on le voit, là, ça existe, de favoriser des PME locales. On peut choisir de favoriser des entreprises qui auront une empreinte écologique meilleure, etc., etc. Alors, et ça se fait, hein, mais essentiellement... Je crois que c'est d'ailleurs prévu dans le traité. Dans le traité oui, entre le Canada et l'UE, faciliter l'accès aux PME du marché canadien. Absolument. Et ça s'est beaucoup amélioré dans les dernières années parce qu'à l'origine, les accords commerciaux ne prévoyaient pas de tels mécanismes. Et là, on peut même se questionner, et ça aussi, ça fait appel à d'autres travaux, là, mais on pourrait se questionner sur est-ce que ce ne sont pas des mesures protectionnistes? Et en fait, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a dans tous les pays, ou enfin la très grande majorité, coexistence de mesures de libéralisation et de mesures protectionnistes. Et donc, il est temps de rallier ces deux grandes doctrines et essayer de faire une théorie plus générale. Il y avait une autre question ici. Hein? C'était juste pour vous demander maintenant de peut-être approfondir un cas ou deux, comme il y a une question précédente sur Shanghai. Est-ce que vous pouvez nous peut-être re-expliquer un petit peu cette décentralisation sur Shanghai et comment ça s'est observé, comment vous l'avez vu vous? Je pense que ce qui va mettre plus en lumière ce que vous mentionnez, c'est dans les pays où c'était centralisé, les paiements de transfert se faisaient surtout des entités supérieures vers les administrations municipales. Dans le cas de Shanghai, par exemple, c'était une minime part, mais ça va encore plus loin parce que souvent, les gouvernements locaux de ces administrations municipales-là eux-mêmes faisaient des paiements de transfert aux entités inférieures encore. Donc, le pouvoir est extrêmement divisé. Et donc, il y a des paiements de transfert qui se font à des sous-entités. Donc, on parle d'un gouvernement local pour Shanghai qui compte environ 16 districts, 4000 villages, plus de 4000 villages et des cantons aussi. Donc, le pouvoir est vraiment scindé. C'est ce qu'on a observé le plus. D'autres questions, commentaires? Madame ici. Du coup, pour Shanghai, vous pouvez aussi considérer, si on éclate comme ça et si on dilue comme ça depuis le supérieur jusqu'à l'inférieur, que le taux de corruption doit être tout aussi... on ne l'a pas mesuré, mais intuitivement, on pourrait dire, oui, c'est un cas qui est connu. Hein. On sait bien qu'il y a des problèmes. Et même l'État est aux prises avec des problèmes, même d'employés de l'État qui sont partis avec des fonds qui appartenaient à l'État et qui sont partis dans d'autres pays, etc. Oui. Mon deuxième question, je vais vous poser sur cette fameuse carte où vous représentez donc différents continents
les différentes villes sur différents continents. Quel facteur, dénominateur commun avez-vous à ce moment-là pour la qualité de vie? Quand vous parlez d'une qualité de vie entre une ville kenyane et Paris, par exemple, comment vous faites pour comparer? On s'en remet en fait aux indices qui sont employés par Mercer et The Economist Intelligence Unit. En fait, les économistes, si ma mémoire est bonne, il y a comme 36 variables qui sont employées. Ce serait long à énumérer, mais si vous le désirez, venez me voir après, on les a là. Mais évidemment, ce sont des indices qui emploient des variables communes. Et comme je l'exposais tout à l'heure, cet indice-là demeure quand même controversé puisqu'il est récent. On a choisi d'en utiliser d'autres. Il y en existe 2, mais il y en existe d'autres. On pourrait aussi aller chercher d'autres indices existants pour essayer de voir est-ce qu'on observe le même phénomène. En tout cas, les 2 qu'on a utilisés, on a le même phénomène. Mais toutes sortes de variables sont employées, par exemple l'accès aux soins de santé, la pauvreté, etc. etc. Énormément de variables entrent dans cet indice. Mais l'expliquer dans le court laps de temps qu'on a, malheureusement. Merci. Il nous reste combien de temps? 7 minutes. On a le temps pour 3 questions encore. Bonjour à tous. Je viens à Shanghai. Je aussi la victime de la croissance économique. À Shanghai, le gouvernement, c'est la centralisation, c'est pas décentralisation, toute la centralisation. La coopération très grave. L'économie, tout le contrôle par le SOE. SOE means state-owned enterprise. SOE, c'est le contrôle par le gouvernement. J'ai travaillé pour la joint venture multinational company. Toute la coopération, le SOE, la compagnie multinationale, il a aussi la bénéfication à la communiste party chinoise. Mon question est comment c'est pour l'international justice pour ce problème, la coopération, joint venture pour le SOE, multinational entreprise, parce qu'il y a la coopération pour mon droit de l'homme, abus de l'homme, elle est pas pour la qualité de vie. Merci. Merci. Si je comprends bien, vous voulez savoir comment les entreprises peuvent se prémunir du problème de corruption dans les SOI, c'est ça? Est-ce que j'entends bien? Oui, entreprises, beaucoup de FDI pour le investissement à la Chine, le Fortune 500, beaucoup d'entreprises investissent, l'économie croissance est très haute. OK. Je vais essayer de faire une réponse simple à une question complexe. Merci pour cette question et merci d'apporter votre expérience terrain. C'est toujours pour nous essentiel d'avoir accès à ce genre de commentaires. Juste une petite nuance que j'apporterai sur le pouvoir centralisé versus décentralisé. Il est vrai que le pouvoir politique est davantage centralisé. Le pouvoir économique, quand on regarde le pouvoir de dépenser, les dépenses sont davantage réalisées par les gouvernements sous-centraux que par le gouvernement central. D'ailleurs, j'ai donné une conférence à Beijing à ce sujet, à l'Université des Relations internationales, qui m'avait invité parce qu'ils se demandaient comment les pays occidentaux avaient réussi à convaincre les administrations locales à joindre l'accord des marchés publics de l'OMC. Alors, parce qu'ils n'arrivaient pas à convaincre les municipalités.
La raison est fort simple, c'est qu'il y a énormément de pouvoir de dépenser dans les municipalités. Il y a un fort pouvoir économique et un débat économique entre le pouvoir central et le pouvoir local. Mais c'est vrai que le pouvoir politique est très centralisé. Bon, maintenant, vous adressez la notion des SOI, donc les sociétés d'État il se trouve, en fait, que j'ai publié un article ici à Paris, en France, à Paris, dans le magazine Electra, justement sur les causes d'insuccès de multinationales étrangères en Chine. Essentiellement, en fait, deux secteurs d'activité étaient étudiés. Ce qu'on a observé, c'est qu'en fait, beaucoup d'entreprises ont échoué en Chine, des multinationales étrangères qui ont essayé de vendre à des sociétés d'État, particulièrement dans le secteur des services d'utilité publique, dont par exemple l'énergie électrique, le transport public, la gestion des déchets, etc. Alors beaucoup d'entreprises étrangères sont allées s'établir en Chine dans l'espoir de pouvoir obtenir des contrats, de grands contrats avec l'État, mais n'y sont pas parvenus. Pourquoi? D'abord, il y a, dans le secteur des services d'utilité publique, il y a, vous savez, en Chine, il y a le catalogue là, des investissements directs étrangers, dans lequel il y a des investissements qui sont proscrits, des investissements qui sont acceptés mais sous conditions et des investissements qui sont encouragés. Les services d'utilité publique se retrouvent dans la catégorie du milieu. Et la contrainte qui est apportée, c'est que pour pouvoir vendre à l'État, vous ne pouvez pas, dans ces secteurs-là, vous ne pouvez pas disposer de plus de 49% des parts de votre filiale. Alors, ce qui s'est passé, ce qui s'est produit, en fait, c'est que les partenaires qui détenaient 51% des filiales, dans certains cas, ont copié les technologies, les ont transférées dans une entreprise détenue à 100%. De droit, hein, ils avaient acquis la propriété intellectuelle en étant à 51%. Et donc, ils ont, par la suite, et particulièrement dans les panneaux solaires, hein, ce qu'on a vu, c'est que la Chine a dominé maintenant, domine le marché des panneaux solaires. Ils ont réduit de 50% les prix sur le marché des panneaux solaires. Et ensuite, ils ont, donc, ceux qui croyaient aller vendre là-bas ont créé leur propre concurrence et aujourd'hui, ils sont plus capables d'être compétitifs sur la notion de prix. Bon, là, on s'éloigne de la notion de corruption, mais je vais y revenir. Ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. Ceci étant dit, on peut se demander, est-ce que les Chinois ont mal agi? Est-ce que les entreprises étrangères ont mal agi? Mais quand on observe le cas des entreprises qui sont allées là-bas, en fait, on s'aperçoit qu'elles ont strictement répliqué leur business model. Elles ne se sont pas... Les seules analyses qui ont été réalisées, ce sont des analyses de tendance sur le potentiel d'investissement en Chine. Et quand vous regardez, par exemple, un marché comme l'énergie électrique, vous allez calculer que plus de 20% des investissements mondiaux sont réalisés en Chine. Alors, les entreprises se sont dites, ben, voilà, on ne peut ignorer la Chine, nous devons y aller. Nous savons faire des affaires, nous allons répliquer nos business models, et on s'implante là-bas, on investit 50 millions de dollars américains, et on n'a pas de vente de réaliser. En fait, on a omis la base de la stratégie. On n'a fait aucune analyse de l'environnement, aucune analyse des politiques, aucune analyse des lois en vigueur. On s'en est aperçu rendu là-bas. Et là, on s'est dit, bon, ben, la stratégie ne fonctionne pas, il faut s'adapter. Et on a essayé de s'adapter. On était désynchronisé de l'environnement, pour ceux qui connaissent un peu la stratégie. Et on a échoué. Alors, à qui la faute? Et celles qui ont réussi, mais de façon temporaire, et c'est là que je vous rejoins, sont tombées dans la corruption. Oui, parce que... pas de vote, ne pas la stratégie, la discussion, comment développement le village. Tout le pour le autre niveau gouvernement officiel. Pas de droit. Mon je pense que le village développement n'est pas respecté le droit de l'homme. L'économie croissance n'est pas respecté le droit de l'homme. L'investissement n'est pas responsabilité pour le
CSR. CSR, c'est la Society Responsibility. Ce n'est pas le FDI. C'est intéressant d'aller voir l'indice de qualité de vie. Là, je ne l'ai pas en tête pour cette ville-là en particulier, mais on le fera parce que votre commentaire, en tout cas, oui, c'est la est très, très globalisation pertinent. pour le village développement croissance, c'est le Taïwan en Chine. C'est je pense c'est beaucoup de grands problèmes parce que le Chine développement c'est le ménager pour le slate. Pour le militaire, il y a beaucoup de conflits avec l'Occident. Mon conseil, c'est pour le droit de l'homme, pour le développement croissance de villages croissance. Beaucoup de villages, tous les millions, c'est les millions, c'est le village en Chine, c'est développé très haut. Mais le centre, le gouvernement, tout le en bas de contrôle, le droit de l'homme pour le peuple, ce n'est pas garanti. Absolument. Il reste encore beaucoup de travail à faire sur ces notions. Merci beaucoup pour votre commentaire. Je pense que ça termine la période de questions. Hein? Ben, merci à tout le monde pour votre participation et vos questions.